Bienvenue à vous tous et toutes dans ce journal des idées positives. Aujourd'hui, on va découvrir une facette du monde des entreprises, celles qui innovent et qui prennent surtout des mesures environnementales importantes. Et pour cela, on va d'abord se rendre chez le leader mondial dans le nettoyage des espaces urbains. En région andenaise, la société Gluton poursuit son expansion. Depuis 1988, cette entreprise n'a pas cessé de se déployer. Elle emploie aujourd'hui 94 personnes et ses aspirateurs sont utilisés dans pas moins de 6000 villes à travers le monde. Depuis quelques mois, le personnel travaille dans un tout nouveau site de production, dans un bâtiment éco-responsable situé dans le zoning Mécalis d'Andenne. Ces invités, ce sont les partenaires, les distributeurs, les sous-traitants, les fournisseurs, mais surtout les clients, qui viennent de 17 pays différents. Il faut dire que l'aspirateur Gluton travaille dans 6000 villes aujourd'hui. 1000 machines sortent d'usines chaque année. Je crée la société en 1988, à l'âge de 23 ans, en vente de matériel de jardin. Puis en 1994, j'ai l'idée de concevoir le Gluton. Je présente un prototype en 1995, commercialisation à partir de 1996. En 2007, on arrive sur le marché avec un Gluton électrique, aspirateur de rue 100% électrique. En 2017, nous avons présenté la balayeuse de rue 100% électrique Gluton Zen. En même temps, nous avons présenté le projet de la nouvelle usine. Et aujourd'hui, 14 mai 2019, on inaugure cette nouvelle usine. Une usine qui réunit le site de production, l'espace de recherche et de développement et les bureaux. Copenhague, Sofia, Oslo, tous ces bureaux portent le nom des villes qui ont fait l'acquisition des aspirateurs Gluton, le produit phare de la société. Dans ce nouveau hall, on peut donc doubler la capacité de production des aspirateurs et un quart est réservé à la nouvelle balayeuse électrique Gluton Zen qui est en démarrage. Et c'est clair que vu le succès commercial qu'on a l'ambition de faire, on sera très vite trop petit. Et donc j'ai réservé le terrain d'à côté et toute l'usine a été conçue pour agrandir, pour augmenter la capacité de production de la balayeuse en fonction des besoins dans le futur. Le souci du client, le bien-être des équipes et l'innovation sont les secrets de cette success story, nous dit-on. On est leader largement sur le marché, mais on a une douzaine de concurrents en Europe. Voilà, mais Gluton a été, pas le premier, mais un des premiers. Et en tout cas, le premier à avoir amené un concept aussi pointu en termes de design, de qualité, d'ergonomie. Et par toute cette qualité, on est devenu leader sur le marché. Près de 9 millions d'euros ont été investis ici, sur les terres andennaises, dans ce bâtiment ultra moderne et éco-responsable. Autre entreprise de la région, Carmeuse. Le Carrier vient d'inaugurer quelques 8000 panneaux photovoltaïques à Aisemont, en région phossoise, tout près de la carrière que la société exploite pour produire de la chaux. Le site d'Aisemont sera désormais alimenté par l'énergie solaire. Ici, 8800 panneaux photovoltaïques ont été installés sur une ancienne carrière réaménagée. Ce champ va permettre de produire de l'électricité verte, renouvelable, totalement renouvelable, qui représente environ 15% de la consommation de l'usine de Carmeuse ici à Aisemont pendant la journée. Cette installation produira l'équivalent de l'électricité consommée par 7000 ménages en une année. Ces panneaux éviteront aussi le rejet de 884 tonnes de CO2 dans l'atmosphère, un projet qui s'inscrit dans la politique de développement durable de Carmeuse. Ça fait des années que nous y travaillons, notamment en mettant en place de l'énergie renouvelable électrique. Ça, c'est les deux projets de Wanze et ici de Fosse-la-Ville que nous avons entamés il y a environ 4 ans, mais aussi sur le plan de notre consommation de combustible dans les fours, puisque nous utilisons des combustibles pour cuire la pierre. Et là aussi, nous essayons de diminuer la consommation énergétique en utilisant les meilleures technologies disponibles et aussi en consommant des combustibles verts comme de la biomasse. Cet investissement de plus de 2 millions d'euros émane d'un partenariat entre Carmeuse, la caisse d'assurance intégrale et la société Perpetuum. Le projet s'établit sur un contrat de 20 ans à visée uniquement privée. C'est effectivement un investissement privé industriel pour de l'autoconsommation. Donc l'usine d'Aisemont va consommer l'intégralité de la production de ce champ photovoltaïque.
Ce nouveau parc photovoltaïque s'inscrit dans la lignée de celui de Wans, inauguré il y a 1 an. Avec ce projet, Carmeuse fait un pas de plus dans le circuit court de l'énergie verte. Début avril, les élèves du premier degré option sciences de l'Athénée royal de Beaumal ont remporté le premier prix de l'Odyssée de l'objet, un concours de création organisé par la Wallonie, 1 année sur 2 depuis 2002. Le thème imposé cette année était un objet de survie. Voici le Tab Escape. C'est avec ce tabouret un peu spécial que ces élèves de l'Athénée de Beaumal ont remporté il y a peu le prix de l'enseignement du premier degré lors de l'Odyssée de l'objet, un concours de création ouvert à toutes les classes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un concours dans lequel on s'est lancé un peu par hasard puisque j'ai découvert ça au mois de septembre, un peu par hasard sur la table de la salle des profs. Des folders de présentation, c'était sympa, intéressant et je m'étais dit que je pourrais lancer ça avec mon cours d'activité scientifique au premier degré, à condition que les enfants soient preneurs. Dès que je leur en ai parlé, ils étaient preneurs, donc on s'est lancé, on s'est inscrit mi-septembre et voilà. Dans un premier temps, les élèves ont beaucoup réfléchi pour savoir quel objet ils avaient envie de créer, sachant qu'un thème était imposé, celui de la survie. Au début, on cherchait tous un peu de notre côté et tout, puis on s'est tous mis ensemble et on a cherché. On est parti sur plusieurs idées, sur que faire si on est en survie, dans la nature, ou alors des objets du quotidien. Et c'est finalement cette deuxième option que le groupe a retenue pour donner naissance au Tab Escape, un tabouret qui peut également servir d'échelle d'évacuation. Le principe, c'est que ça peut servir tout le temps pour mettre quelque chose dessus ou quoi, et qu'en même temps, ça ne soit pas très encombrant et qu'on puisse s'aider avec. Et pour le servir de l'échelle, ça se passe comment? On la déplie, on la jette par la fenêtre et on l'accroche au bas de la fenêtre. Au niveau de la mise en œuvre, le système d'évacuation nous paraissait le plus simple à créer, vraiment, sans trop de mécanique, sans trop d'électronique. On pouvait le moduler, le faire nous-mêmes, et c'était vraiment le but avec ces élèves-là. Pour concevoir et réaliser l'objet, les élèves ont été suivis par un designer marchois. Une belle expérience couronnée par la victoire annoncée lors d'une soirée événement rassemblant les participants. Un moment spécial pour ces jeunes élèves. Alors, c'est le groupe 114 Tab Express. Moi, j'en revenais toujours pas qu'on ait gagné, même après que le troisième degré soit passé, j'en revenais toujours pas. J'étais trop contente. Beaucoup de fierté. Oui. Grâce à ce premier prix, les élèves et leurs professeurs prendront prochainement la direction de Poitiers pour visiter le Futuroscope. Le week-end dernier, la citadelle de Namur a accueilli un événement tout à fait exceptionnel. Le site était le rendez-vous des géocacheurs venus du monde entier. Pas moins de 1200 équipes ont participé à cet événement. Le géocaching, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un jeu, une sorte de chasse au trésor où il faut trouver des caches dissimulées dans des milliers d'endroits à travers le monde. Ne dites pas géocaching, mais bien géocaching. Le but du jeu est en effet de trouver un objet dans une cache, une chasse au trésor 2.0 qui nécessite un smartphone pour disposer des cartes et des indices et une curiosité d'aventurier. Bonjour, je peux vous demander ce que vous cherchez là? On cherche une cachette, la numéro 5. Alors, qu'est-ce que c'est, un niveau de difficulté élevé ou pas? Alors, je vais regarder, mais je pense... Non, c'est difficulté 2 et terrain 1,5. Vous êtes loin là? On est à 33 mètres exactement. D'accord. Terrain 1,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est accessible à tout le monde et chaise roulante comprise. Donc ça veut dire que ce sera le long du chemin, on va pas devoir grimper et chercher un peu en hauteur. Et difficulté 2, on va chercher un peu. Un tout petit peu. Allez, bonne recherche. Merci. Et quelques mètres plus loin, l'objet caché était là, avec une petite subtilité de camouflage. Alors, c'est un peu spécial comme cache, là, c'est quoi ça? Un escargot de mer avec de la colle et on a mis une petite boîte pour mettre le logbook. C'est que les géocacheurs ont quelques tours dans leur sac pour dissimuler leur trésor. Lors du meeting namurois, des sociétés proposaient d'ailleurs à la vente des leurres et autres objets camouflables. Il faut être de plus en plus subtil parce qu'il y a de plus en plus de chercheurs. Le géocaching est en effet un véritable succès populaire. La rencontre de Namur le prouve avec 1200 équipes inscrites, dont certaines viennent de loin.
un peu plus de 25 nationalités différentes. On a des gens qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Allemagne, de Hollande, de France, énormément de Français, de Royaume-Uni, de Suède. On a aussi des gens qui sont venus d'Australie, exprès d'Australie pour ça, du Canada, de Corée. Je ne sais pas toutes les citer. Énormément de l'Europe de l'Est aussi. Et pour satisfaire toutes ces équipes, pas moins de 480 caches ont été créées à Namur et dans un rayon de 20 km autour. C'est évidemment excellent pour le tourisme. Depuis maintenant plus d'1 an, les gens parlent de Namur sur les différents réseaux de la communauté géocaching. Les gens se renseignent sur Namur, sur les spécialités locales, sur ce qu'il y a à visiter. Donc on a été un peu guide touristique pendant plusieurs semaines à expliquer tiens, il y a ça à visiter, ça à visiter. Mais ça va au-delà de Namur. Par exemple, beaucoup de gens viennent, sont là depuis le début de la semaine et vont passer une journée entière à Bruxelles ou une journée entière visiter Liège, Charleroi, visiter les autres villes, visiter les villes dont on parle dans l'actualité. Une belle réussite qui en appelle d'autres. Face au succès, les organisateurs ont en effet promis un nouveau rassemblement le week-end de l'Ascension en 2020 sur le site des Lacs de l'Odeur. 2019 commémorera le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes, mais aussi le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Bastogne ne pouvait pas passer à côté de ce double événement. Lors de la journée de l'Europe, on a donc inauguré une exposition d'anciens blocs du mur décorés par des artistes contemporains. On découvre. 11 novembre 1989, la chute du mur de Berlin réunifie l'Allemagne et l'Europe et annonce la fin de la guerre froide. Cette date, tous ceux qui l'ont vécue se souviennent de ce qu'ils faisaient ce soir-là. Moi j'étais dans ma vieille bagnole, une Golf en argent, sur une petite rue, quand dans la radio j'écoutais que se passait à Berlin et franchement, j'ai eu des larmes dans les yeux et c'est pas trop facile que j'ai des larmes dans les yeux, mais j'étais très ému. J'avais une exposition en Suisse et quelqu'un m'a dit « Va voir à la télé, le mur est ouvert ». Et j'ai dit « Non, c'est pas possible, c'est une blague ». Alors je l'ai vu et le jour suivant j'ai roulé jusqu'à Berlin et c'était fou, absolument fou. Comme le meilleur jour qui se soit jamais passé à Berlin. Avec d'autres, Kidi Sidney avait décidé de peindre l'ensemble du mur qui ceinturait Berlin-Est, réclamant la réunification. Un projet qui n'était pas sans danger. C'était comme le jeu du chat et de la souris, parce que la partie ouest du mur de Berlin appartenait à la République démocratique allemande, la DDR, et nous avions juste à bondir de 3 mètres en arrière et nous pouvions dire « Waouh, on est à l'ouest !» L'exposition présentée à Bastogne a été montée par le Français Sylvestre Verger, qui n'en est pas à son coup d'essai. 30 fragments vierges du mur ont été confiés à des artistes graffeurs contemporains. Et 3 artistes historiques du mur ont été conviés à décorer chacun une Trabant, véritable symbole de l'ex-Allemagne de l'Est. L'invité d'honneur de cette inauguration était Walter Momper, maire de Berlin-Ouest puis de Berlin de 1989 à 1991. 30 ans après les faits, on peut dire que cet événement a réunifié l'Europe. Oui, évidemment. Si on regardait aujourd'hui le taux de croissance en Europe de l'Est, c'est énorme, c'était inimaginable sans une Europe unie. Si vous regardez les progrès que la Pologne a fait depuis qu'ils sont devenus membres de l'Union européenne, c'est la seule manière d'expliquer ça, c'est l'Union européenne. Comme l'a dit l'ancien maire de Berlin, dans la bataille de l'art contre le béton, c'est donc l'art qui a gagné. Ça devrait être la 5e forme de droit dans chaque gouvernement. Après une presse libre, il devrait y avoir un art libre. Ainsi, nous avons été capables de peindre notre art libre et d'amener notre message pour être à nouveau réunis. Une exposition à découvrir au moment où certains ne rêvent que de repli identitaire et de relever des frontières. Et cette exposition est libre d'accès, elle est située devant le Bastogne War Museum, elle est visible jusqu'au 5 janvier de l'année prochaine. Et voici une belle initiative citoyenne qu'il nous fallait absolument épingler. Quelques volontaires de Java, une organisation belge de jeunesse, et des demandeurs d'asile du centre d'Ivoire ont remis en couleur une partie des barrières en béton de l'ancienne gare de Durnal-Dorine, une démarche dans un esprit de rencontre qui brise les murs.
Mission du jour pour ces quelques volontaires, mettre en couleur cette centaine de mètres de barrières le long du chemin de fer du Boc. Un boulot qui sert avant tout de prétexte pour rassembler citoyens belges et demandeurs d'asile du centre d'Ivoire autour d'un projet local. Nous, ça nous intéresse parce que pour plusieurs raisons. La première raison, notre environnement, notre association va bénéficier de barrières qui vont être peintes, ce sera beaucoup plus attirant. Et deuxièmement, pour moi, ça m'intéresse parce que ça me donne l'occasion d'avoir pas mal de contacts. On espère que notre boulot servira évidemment ici, mais c'est aussi un prétexte pour que des personnes qui viennent d'horizons très très différents puissent se rencontrer. Parmi les volontaires du jour, Mamadou Aliou, d'origine guinéenne. Il réside actuellement au Centre Croix-Rouge d'Ivoire et ce boulot est pour lui l'occasion de faire des rencontres. Arrivé au boulot, tu peux voir des personnes que tu n'as jamais vues et vous allez faire des connaissances et tu vas découvrir des choses que tu n'as jamais vues aussi. Vous voyez ? Rencontrer les gens qui aident et ceux aussi qui arrivent ici en Belgique, voir leur situation, comment on les accueille et voir aussi un peu leur histoire, quoi. Donc c'est un partage mutuel, quoi. En mettant quand même la main à la pâte. C'est une double utilité, on se sent utile et en même temps on apprend des choses. Au fil de l'après-midi, le travail avance plutôt bien pour ces volontaires qui prouvent là que les choses sont bien plus lumineuses quand on fait sauter les barrières. La première formation de viticulteur-énologue de Wallonie, dispensée par l'IFA-PME de Perouet, rencontre beaucoup de succès. Parmi les 25 passionnés à terminer la première année de formation, il y a un agriculteur de Malève-Sainte-Marie. Il va mettre sans plus attendre ses acquis en pratique. Il vient en effet de planter quelques 6000 pieds de vignes. C'est donc un nouveau vignoble, comme on en voit de plus en plus en Wallonie. Déjà éleveur mais aussi cultivateur, voilà que Michel Pirard devient aussi viticulteur. C'est un peu le hasard de la vie qui l'a mené sur cette nouvelle voie. Une formation et des domaines viticoles à proximité de chez lui, ajoutés à des séjours chez ses amis de Kaysersberg, commune alsacienne jumelée à Perouet, tout cela a fait naître ce projet dans l'esprit de Michel Pirard. L'aventure commence donc ce mardi matin avec la plantation de 6000 pieds de vigne, 4500 de pinot noir et 1500 de Riesling sur un terrain d'1,20 hectare. Ma femme et moi, nous sommes grands fans de pinot noir, donc on a voulu mettre du pinot noir. Et puis notre formateur n'était pas très chaud parce qu'il dit que le pinot noir n'arrive pas souvent à maturité ici en Belgique. Mais je ne voulais pas bouger, je voulais faire un vin pour me faire plaisir. Et puis alors le formateur a conseillé de faire du Riesling, comme il n'y avait pas encore de Riesling en Wallonie. Et comme ça, ça rappelait l'Alsace. Et alors, avec le pinot noir, pour finir, on s'est décidé à prendre du pinot noir de Bourgogne qui a plus de goût encore, plus d'arômes. Pinot noir, Riesling, un duo gagnant pour obtenir 3 produits. Du pinot noir en vin rouge, les bonnes années. Bon, ça, ce sera à mon avis une fois sur 4. Par exemple, ici en 2018, on a une bonne année, donc bingo. Et peut-être que 2 années de suite, il faudra le passer alors en crément. Donc on ferait en blanc de noir, comme en Champagne. Et on a mis du Riesling qui serait du vin blanc bonnes années, donc du vin blanc sec, ou on passerait en crément. Donc un vin rouge, un vin blanc et un crément. Outre son formateur, Michel Pirard peut compter sur ses amis alsaciens pour le conseiller. Le Pérouésien va en effet en quelque sorte reprendre le flambeau de Brigitte et François Stoll à la tête d'une maison qui a fêté ses 250 ans. Franz m'a dit qu'il allait stopper sa production, qu'il allait revendre ses vignes. Et alors, de fil en aiguille, aux vacances de carnaval, on est descendu, on a acheté tout le matériel là, que maintenant on va devoir ramener d'Alsace. Et alors, j'ai demandé à Franz et Brigitte de venir faire les 3-4 premières vendanges pour vraiment me montrer un peu les réglages des machines et puis un peu le secret de fabrication. Dans les prochains mois, le travail consistera essentiellement à entretenir le sol, placer un palissage et traiter éventuellement contre les maladies. Il faudra par contre encore patienter pour les vendanges. Les premières années, c'est vraiment fait pour faire l'enracinement de la vigne. Donc il faut vraiment que la vigne prenne son terroir et après on va pouvoir lui demander de produire après. Donc ici on est en 2019, donc allez 2022 voire 2023 quoi. Il reste donc encore un peu de temps à Michel Pirard pour donner un nom à son vignoble avant de déguster la première cuvée. Et voilà, c'est déjà la fin de ce samedi en plus. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, même chaîne. Passez d'ici là une belle semaine et portez-vous bien. Au revoir.